Le rendez-vous. Et aujourd'hui, on parle du care. Le care, autrement dit en anglais, le soin ou la sollicitude, qui est une notion dont on a beaucoup parlé. Eh oui, plateau fin des concepts avec vous, Éric Chauvier, anthropologue. Vous publiez votre 10e ouvrage chez Alia, Les mots sans les choses. Pas facile à dire. Un petit essai mordant qui analyse la faillite des grands concepts et des sciences sociales qui sont utilisés à tort et à travers par tout le monde. Un livre singulier, d'abord parce qu'il est écrit à la première personne, on va y revenir, qu'il est traversé de souvenirs personnels, ça aussi on va y revenir, et surtout un livre qui pointe les failles théoriques de certains intellectuels, de Michel Foucault à Pierre Bourdieu en passant par Claude Lévi-Strauss. On vient d'ouvrir avec le début d'une émission de France Inter sur le care. C-A-R-E. C'est une de vos bêtes noires. En quoi est-ce que ce concept récent est emblématique pour vous de ce processus de désaffectation dans la langue, Éric Chauvier ? Je pense que beaucoup de chercheurs qui aujourd'hui utilisent le care font des choses tout à fait sérieuses pour nuancer mon propos. Mais après, je pense que le care est une injonction éthique. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'il devrait être, mais que ça n'a pas forcément de valeur classificatoire. Ça ne nous aide pas à comprendre véritablement le monde. Et ma critique, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire que à quel moment les idées sont avant tout des mots qui circulent dans la société, d'un think tank vers des instances de gouvernance émanant en amont de la recherche, et comment cette circulation-là, finalement, finit par ne plus du tout classer quoi que ce soit. Et là, on est dans ce que je critique dans mon livre, c'est-à-dire des concepts qui s'exonèrent totalement de tout contexte. On ne sait pas véritablement quelle est leur valeur, d'où ils viennent, et finalement... il y a une forme tout ça devient assez éthéré, mais par contre assez vendeur. Même si pour le care, ça s'est pas vendu exactement comme on pouvait le penser, en tout cas comment les auteurs pouvaient imaginer que ça se vende. Il y a une sorte de concours l'épine du concept. C'est une réalité. Les think tanks sont avant tout des promoteurs de mots. C'est-à-dire que ces mots-là, aujourd'hui, dans quelle mesure ils nous aident à comprendre le monde. Je ne jette pas tout dans les mots qui peuvent sortir de ces laboratoires-là, mais si vous voulez, dès qu'on va un peu du côté de Sangatte ou dans les périphéries un peu aujourd'hui qu'on appelle délaissées, même si c'est plus compliqué que ça, on se rend compte que ces mots-là n'ont plus véritablement d'usage. Je peux essayer de prendre soin, par exemple, puisque le care, c'est prendre soin. Prendre soin, oui. Je peux essayer de prendre soin de ce que je décris dans mon livre, un chapitre consacré aux propos racistes dans les champs chez les travailleurs saisonniers, d'un souvenir fort. Je peux essayer de prendre soin de ces personnes-là, si vous voulez. Mais prendre soin, ça va m'empêcher de questionner le sens de ces conflits-là. C'est-à-dire que ces conflits font aussi du sens. Et finalement, ça nous dispense de les étudier, d'étudier cette forme de dureté du monde social qui est malgré tout omniprésente. Et le problème de ces mots-là, de ces concepts-là, c'est qu'ils étouffent, ils lissent cette dureté-là. Et je pense que vous avez rappelé certaines échéances 2017, des prochaines élections et l'extrême droite qui est en train de monter. Je pense qu'il est vraiment intéressant de questionner nos concepts, justement parce que ces concepts-là, ils se retrouvent à tous les niveaux de la société, sauf au niveau le plus dur, où à ce niveau-là, eh bien, ils ne résonnent plus, ils ne font plus du tout de sens. Il y a une question d'abord sur le titre que j'aimerais vous poser, qui reprend le détournant, bien sûr, celui de l'essai de Michel Foucault, Les mots et les choses. Qu'est-ce que ce titre vous permet ? C'est une référence à l'œuvre, comme vous l'avez dit, de Michel Foucault, qui pour moi a été très important dans mon travail. Je me suis beaucoup nourri de son œuvre. C'est un jeu de mots pour le coup, mais j'assumais une forme de radicalité. Et c'est vrai que de reprendre ce jeu de mots en lui-même est assez provocateur. Et ça m'engageait une forme de radicalité à aller jusqu'au bout de mon propos finalement, qui était donc de faire exactement avec le titre ce que vous dénoncez par rapport au concept. Foucault avait parfaitement, évidemment, saisi cette distinction entre les mots et la chose. Spinoza l'avait fait avant lui, Confucius avant lui. Il y a toute une généalogie moi, je m'inscris très immodestement dans cette généalogie-là. Mais en tout cas, c'est ce que nous avons perdu et que Foucault, justement, nous enseignait. Cette distinction entre le concept et l'expérience. D'ailleurs, Foucault distinguait, c'est intéressant, le concept, la connaissance du savoir. La connaissance, c'est ce qui s'imposait par le haut. Le savoir, c'est l'expérience que vous faites du monde. Et c'est deux approches tout à fait différentes de la connaissance. Donc, je ne renvoie pas, je ne détruis pas tous les concepts. Je n'ai pas les moyens de toute façon, mais simplement, c'est plutôt une réhabilitation du savoir. Et comment le citoyen ordinaire peut questionner justement les concepts. Et questionner les concepts, c'est une forme de savoir. Lucille. Vous faites assez peu référence à la linguistique. C'est étonnant quand on travaille comme vous sur le langage. Il y a quelques pages à la fin de l'essai sur les déictiques dans la langue des politiques, mais pas plus. Oui, parce que il y a une volonté aussi d'être fluide dans ce texte-là, d'être assez
radical, de créer du débat là où il n'y en a pas forcément, et aussi de m'exonérer finalement c'est l'analyse pragmatique du langage, si vous voulez, qui est ma référence, c'est-à-dire Austin, tous ces auteurs-là. Et je pense que c'était un peu fastidieux simplement à rappeler techniquement. Et avec Gérard Bérébi, l'éditeur d'Alia, nous sommes sensibles à cette question de produire un texte qui pourrait atteindre des non-spécialistes, tout en gardant un certain niveau d'exigence au fond. D'où on évite trop les notes de bas de page, etc., ce genre de choses qui en pèsent et qui nuit à la fluidité du texte. Alors à la fin de l'essai, vous faites le constat, je vous cite, de dilution généralisée des sciences de l'homme dans la phase tardive du capitalisme. Comment est-ce que vous établissez le lien, c'est très intéressant, entre cette désaffectation du langage et l'histoire du libéralisme, Éric Chauvier? On peut revenir au think tank et qui est une émanation directe de la pensée néolibérale et de la social-démocratie qui elle-même est parti pris avec la pensée néolibérale, puisque c'est la seule alternative. Margaret Thatcher le disait il y a 30 ans, finalement c'est no alternative. Dans cette logique-là, ce langage fonctionne parfaitement pour lisser. Je pense que il y a une sorte d'économisme aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes définis par notre valeur marchande finalement à tous les niveaux. C'est très Houellebecquen en fait. Au fond, oui. Alors Houellebecq, il est plus dur qu'Hémien, c'est-à-dire qu'il a plus une vision assez positiviste du monde. C'est pas mon paradigme en fait. Mais malgré tout, j'aime beaucoup débattre de cette façon-là, parce qu'il a évidemment un propos très fort. Mais il y a effectivement cette idée que je pense pas que l'idéologie néolibérale puisse s'imposer sans un lissage de la négativité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parlait de Sangatte, on peut parler de cette France oubliée, on a des textes qui peuvent apparaître là-dessus, mais l'important est d'arriver à recouvrir, je dirais, cette négativité-là, cette conflictualité, cette dureté. Et le langage aide beaucoup l'idéologie néolibérale. Il est même l'instrument premier. Klemperer avait étudié ça en d'autres temps, sans comparer évidemment, mais en tout cas en termes d'analyse, on revient à des choses de cet ordre-là. Julien Gosselin, je vous vois opiner du chef. Oui, non, avec Klemperer, c'est parce que c'est vraiment un des ouvrages, une vraie référence pour moi, mais je ne sais pas si ça joue dans ma pratique théâtrale, mais dans ce que ça raconte de l'utilisation du langage, forcément, c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui fait le métier que je fais. Non, après, je trouve qu'il y a quelque chose sur la question de la social-démocratie et des think tanks qui créent ces concepts plus ou moins vides, ou en tout cas qui ne décrivent pas forcément ce qu'ils devraient décrire. Quelque chose comme une forme d'abandon de la gauche, d'un certain point de vue, à la droite, de l'idée de dire ces concepts-là, au fond, n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'éditorialistes de droite critiquer ces choses-là, et la gauche se contente de pondre des concepts comme ça assez mous pour recouvrir justement les choses. Et je suis toujours un peu déçu de voir que ça, par exemple, on sait que Philippe Muret critiquait beaucoup ça. Tout le monde s'amuse de ça, tout le monde s'en félicite de ça, mais ce serait bien peut-être que des gens qui ont une pensée moins réactionnaire que celle de Philippe Muret s'en emparent. Éric Chauvier? Oui, je suis complètement d'accord. L'histoire de la gauche depuis le septennat de Mitterrand est quand même une histoire aussi d'une labellisation de certains concepts. Après, Chirac reprend la fracture sociale, mais on retrouve le lien social, le Caire avec Martine Aubry. On peut retrouver une sorte de généalogie de ces concepts et comment ils apparaissent ces derniers temps. Et effectivement, c'est sûrement un renoncement à changer la société, je pense, profondément. Lucile. Éric Chauvier, il y a quelque chose qui frappe dans la forme, dans votre écriture, c'est votre capacité à employer des métaphores. Par exemple, faire les poubelles du savoir et du pouvoir en Occident, dès les premières pages. Est-ce qu'on pourrait dire que vous faites jouer l'image contre le concept ? Alors là, je m'inscris vraiment dans une tradition que j'aime beaucoup, qui est celle d'un philosophe qui s'appelle Austin, et Wittgenstein aussi. C'est des philosophes du langage ordinaire, c'est-à-dire qu'ils prétendaient faire de la philosophie, alors en contestant les grands systèmes philosophiques anciens et autres, mais en utilisant des exemples ordinaires. Et je trouve ça extrêmement... et Austin a beaucoup d'humour dans l'œuvre d'Austin, par exemple. Et je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, mais en tout cas, c'est mon inspiration. C'est d'arriver à retrouver... La plupart des situations peuvent s'expliquer par ce type d'explication tout à fait ordinaire. Ça me plaît beaucoup. Chaque chapitre s'appuie sur une expérience personnelle, parfois très personnelle, comme par exemple la maladie de votre femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel dans le singulier, Éric Chauvier ? En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de totalement déréalisé dans l'usage de certains concepts, ou dans ce que j'appelle des fictions théoriques
comment, à la façon de Montaigne, mais très immodestement encore, je dis ça, comment est-ce qu'on peut tirer ce petit fil qui est l'expérience singulière et arriver à établir à amener le lecteur à se questionner sur ces questions-là. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors, l'épisode avec mon épouse, effectivement, est assez intéressant à ce niveau, c'est-à-dire qu'à partir de ce petit fil, qui est un événement assez dramatique pour moi, j'arrive peu à peu à retrouver la fiction théorique qui va derrière. Par exemple, pour la maladie. L'histoire, c'est-à-dire que un AVC, nous vivons en zone périurbaine, et je me jette sur Internet et je vérifie que des études canadiennes ont montré qu'il y avait des liens entre l'apparition d'AVC et la zone périurbaine. La pollution, le stress, ce que Michel Bounon appelle aussi l'organisation de l'activité. C'est intéressant, ça, qui en revient à la pensée libérale, au fond. Et je propose cette explication-là aux spécialistes, qui me dit, dans un premier temps, c'est une hypothèse tout à fait intéressante. Il y a des villes en France, je ne dirai pas lesquelles, qui sont concernées par ce type de problème épidémiologique. Et puis, dans un deuxième temps, il se rétracte. C'est-à-dire qu'on se revoit. Et là, je comprends que ça l'embarrasse, au fond. Et là, je l'accable pas du tout. Il s'est très bien occupé de mon épouse. Le problème n'est pas là. Simplement, il y a une fiction théorique qui est derrière depuis 86. C'est la logique assurantielle, avec son appareil conceptuel. C'est-à-dire que depuis la fin des années 80, on considère qu'il n'y a plus de risque zéro, si vous voulez, et que donc il faut se prémunir. Et les spécialistes de la clinique sont aussi soumis à cette logique-là assurantielle. Et donc je deviens encombrant pour lui, parce que je deviens celui qui peut lever un lièvre ou éventuellement engager des procédures contre lui. Et c'est pour montrer comment, ici, les mots de ces fictions théoriques, les mots de cette logique assurantielle peuvent recouvrir son expérience de spécialiste. Et comment tout d'un coup ce clinicien qui est tout à fait compétent ne peut plus exprimer son expérience. En fait, il n'est plus spécialiste. Éric Chauvier, on vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. Éric Chauvier, identification de ce son et la raison pour laquelle il vous a marqué. C'est manifeste, c'est une chanson des Berruriers Noirs de 83. J'ai été complètement... c'était aussi pour montrer comment la formation, ce que nous devenons, notre conscience sociale, notre conscience critique, est éveillée aussi par un son, en fait. Et ce son-là, qui est assez froid, qui est assez sale, m'a complètement éveillé à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, alors c'est la date maintenant, mais j'écoutais ça, j'avais 15 ans, mais à une certaine, à ce que je disais tout à l'heure, à une certaine négativité, à une attention portée justement à ce qui n'est pas lisse, à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui, et les Berruriers Noirs, c'est l'exemple type du groupe qui fonctionnait pas très bien, même si quand même c'était très très bon à l'époque. Lucille, une dernière question. Éric Chauvier, il y a quelque chose qui donne un peu le tournis dans Les mots sans les choses. On a l'impression d'être dans une telle impasse théorique que toute capacité finalement à décrire le monde est de toute façon biaisée. Est-ce que du coup, il faut appliquer jusqu'au bout la théorie de Wittgenstein, selon lequel ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire? Alors, c'est technique tout ça quand même. C'est-à-dire que Wittgenstein parlait philosophie. Moi, j'ai l'immense ambition d'amener ça vers l'anthropologie. Et ça veut dire qu'au contraire, on peut verbaliser. Ce que je montre, c'est justement que ces concepts recouvrent notre possibilité de prendre la parole. C'est les périphrases, si vous voulez, tout ce que vous expliquez quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre vie amicale, familiale, etc. La question, c'est justement de ne plus le taire, c'est-à-dire d'être capable de remettre ces concepts en contexte, de voir qu'ils ne fonctionnent pas, et à partir de là, d'être capable de parler de soi de façon spontanée, libérée. Enfin, c'est une sorte de désaliénation par le fait de remettre les concepts en contexte. Est-ce qu'il y a un concept concrètement, pour reprendre le terme de Houellebecq, qui vous a poussé à écrire ce livre, en tout cas à revenir sur cette thématique, parce que vous l'aviez déjà travaillé en 2009 dans un précédent essai? Crise, évidemment, j'avais travaillé sur le concept de crise qui aujourd'hui est complètement usé. C'est-à-dire que c'est l'exemple type et effectivement le cheminement il vient de là au départ. Mais effectivement c'est ce mot-là qui finalement finissait par recouvrir toutes les expériences. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est victime d'un plan social? Est-ce qu'on parle de... Vous voyez, c'est-à-dire toutes les expériences ordinaires, pour le coup, non, c'est la crise. Ben non, c'est pas la crise. En fait, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je veux montrer, c'est que ces mots-là tétanisent la prise de parole.
rendent. C'est aussi leur dimension intimidante, la dimension intimidante de ces concepts. Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné. Ce jeu de mots en lui-même est assez provocateur, Mais là, j'ai surtout envie d'arrêter. puisque c'est la seule alternative. Merci à nos invités. Julien Gosselin, les particules élémentaires, ça se joue à l'Odéon Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier à Paris jusqu'au 14 novembre. Puis les 18 et 19, vous serez à Brest. Le 21 et 22 à Rennes et à travers toute la France. Les dates sont disponibles sur le site de l'émission. Éric Chauvier, Les mots sans les choses, apparu aux éditions Alia. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...